Selon le baromètre Meilleurs Agents, cela fait 6 mois que les prix de l'immobilier en France sont quasi stables, ils n'augmentent plus. Ce ralentissement est-il le présage d'une explosion de la bulle immobilière, d'une baisse des prix? Est-ce que c'est lié aux conditions de financement, au contexte économique, à l'augmentation des prix de l'énergie? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En tout cas, si tu veux rejoindre le clan des esprits riches, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à mettre un like si tu apprécies cette vidéo. Tu vas apprendre, je pense, beaucoup de choses. Bon, d'abord, on va commencer par les mauvaises nouvelles pour l'immobilier. La première de ces mauvaises nouvelles, c'est qu'il est de plus en plus dur d'emprunter. Il faut bien comprendre que plus les gens ont la capacité d'emprunter de l'argent, plus ça fait gonfler les prix. Alors beaucoup de gens voient cela comme un effet négatif. C'est vrai que les prix augmentent facialement, mais la valeur des biens intrinsèquement ne change pas beaucoup. Et si vous êtes propriétaire d'une maison que vous revendez 50% de plus puisque les prix ont monté, de toute façon vous allez racheter autre chose qui aura probablement monté de 50%, ce qui fait que vous ne vous serez pas réellement enrichi, sauf si vous rachetez dans un endroit qui est beaucoup moins cher, que vous rachetez plus petit et que vous gardez la différence de la somme que vous avez encaissée. Mais hormis ces cas-là, en réalité, tout cet enrichissement n'est que virtuel. Bien évidemment, si vous êtes un professionnel du secteur, vous achetez, vous vendez, là c'est votre activité pro et là vous vous enrichissez. Bravo les marchands de biens. Donc qu'est-ce qui rend les emprunts plus difficiles? Eh bien c'est le Haut Conseil à la stabilité financière dans une décision du 29 septembre 2021 qui a pris effet au 1er janvier 2022, qui a notamment limité la durée d'emprunt pour les particuliers à 25 ans et qui a imposé aux banques le calcul du taux d'effort à 35%, ce qu'on appelle couramment le taux d'endettement, qui auparavant n'était qu'une recommandation que certaines banques appliquaient avec plus ou moins de rigueur, qui est désormais obligatoire. Alors il reste des marges de manœuvre pour les banques qui peuvent s'affranchir de ces règles pour 20% des dossiers et sur ces 20%, ça concerne 16% pour des résidences principales, donc il reste 4% de dossiers dits exceptionnels hors normes pour les investisseurs. Mais évidemment, ce n'est pas la seule difficulté. La première difficulté, c'est l'augmentation des taux. Vous le savez, il y a une inflation importante en France et en Europe et donc la Banque centrale a augmenté ses taux et va continuer de les augmenter, y compris en septembre. C'est la fin des taux négatifs, c'est la fin de l'argent gratuit. Cela faisait 11 ans que la BCE n'avait pas augmenté ses taux. C'est vous dire le délire économique dans lequel nous vivions. Alors tout cela peut faire peur, mais en réalité, on retrouve à peu près les niveaux des taux de 2016. À titre d'exemple, les prêts sur 15, 20 et 25 ans enregistrent des moyennes respectives de 1,57, 1,69 et 1,79 et ils étaient de 0,86, 0,99 et 1,13 en 2021. Et donc il y a une relation mécanique entre les taux et les montants qui peuvent être empruntés. Plus les taux augmentent, moins vous pouvez emprunter. Deuxième difficulté pour l'immobilier, c'est l'augmentation des prix. Évidemment, plus c'est cher, plus c'est difficile à acheter. Et donc cette augmentation très importante que nous avons vécue, on va dire sur les 5 dernières années, notamment l'accélération qu'il y a eu, eh bien, est un inconvénient aujourd'hui puisque c'est pas la même chose d'acheter un appartement à 200 000 euros qui valait 100 000 euros ou 150 000 euros il y a quelques années. D'après une enquête publiée par le laboratoire de l'immobilier en mai 2022, le prix moyen d'un appartement neuf s'élève en moyenne à 5 250 euros par mètre carré contre 4 900 en 2021, donc 7% de hausse ces 12 derniers mois après une progression de 2% une année plus tôt. Pour le neuf, on peut citer essentiellement l'augmentation du prix des matières premières qui s'établit entre 15 et 25% selon les types de matériaux. Il y a des matériaux qui ont flambé et qui ont rebaissé, mais malgré tout, il persiste une augmentation assez significative du prix des matériaux. Donc vous voyez bien qu'entre des taux qui augmentent, des prix qui sont élevés, ce n'est pas les meilleures conditions pour que le marché soit fluide. Mais ce n'est pas tout. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Autre difficulté par-dessus tout, c'est le taux d'usure. Vous en avez entendu parler, c'est tout simplement le taux maximum auquel une banque peut prêter de l'argent. Et donc, si c'est au-dessus, la banque n'a pas l'autorisation d'accorder le prêt. Ce taux est fixé par la Banque de France qui va prendre la moyenne des taux observés et qui va l'augmenter d'un tiers. Le problème, c'est que ce calcul et cette manière de faire n'est plus en adéquation avec le marché actuel et avec une augmentation rapide des taux d'intérêt que l'on a constaté.
Chaque trimestre, la Banque de France publie une mise à jour de ce taux et nous attendons une augmentation assez significative de ce taux pour la publication du 1er octobre. Le taux actuel est de 2,57% et l'élément qui est pris pour le comparer, c'est le TAEG, c'est-à-dire le chiffre incluant tous les frais annexes à votre prêt immobilier. Et celui-ci doit être donc inférieur à 2,57%. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, malgré des revenus parfois élevés, qui se sont vus refuser leur prêt parce que par exemple, ils étaient âgés ou avaient des problèmes de santé, ce qui faisait exploser le TAEG, donc le taux incluant tous les éléments. Et enfin, dernière difficulté, comme le disait un ancien président, les emmerdes, ça vole en escadrille. Eh bien, c'est le fait que les banques deviennent de plus en plus exigeantes en demandant notamment un apport. Alors l'apport, c'est cette somme qu'on vous demande de mettre dans le projet, d'investir dans le projet pour avoir en complément le financement de la banque. Vous le saviez, les conditions étaient extrêmement favorables depuis une dizaine d'années puisque vous pouviez acheter de l'immobilier en mettant la plupart du temps zéro apport, c'est-à-dire pas un euro de votre poche, ce que j'ai fait pour la plupart de mon patrimoine immobilier. Comprenez bien que ce n'est pas du tout la même situation. Si pour acheter un immeuble à 400 000 euros, eh bien vous devez mettre, admettons, 40 000 euros, environ 10% sur la table, ou si vous mettez zéro, vous ne pouvez pas faire les opérations au même rythme et donc cela change énormément la donne. Le niveau d'apport demandé passe pour les banques à environ 20%. Selon un rapport de Century 21, les banques demandent en moyenne 55 519 euros d'apport, donc 21% du prix du bien acheté, alors que l'apport était de 24 872 euros début 2021. En 2016, 2017, 2018, 2019 même, c'était zéro. Et les banques se sont ajustées aussi aux critères actuels et vont par exemple refuser certains projets puisqu'elles vont estimer que vous allez habiter trop loin de votre lieu de travail et que cela va vous coûter trop cher en carburant. Il y a aussi des refus de banques de financement sur des projets qui avaient un très mauvais DPE classé G et où ils estimaient que les propriétaires n'étaient pas en mesure de l'améliorer ou qu'ils n'avaient pas le projet d'améliorer, et bien le financement était refusé. Alors normalement, quand vous avez entendu tout ça, et si vous êtes encore là dans la vidéo, eh bien vous avez peur, vous avez envie de vous mettre en boule sous la couette, d'appeler votre maman et de prier pour que tout s'arrange. Ce que je peux vous dire ici à ce stade, c'est que c'est loin évidemment tout cela d'être des vérités absolues valables 100% du temps. Je le vois dans les membres que je peux accompagner. Il y en a qui arrivent encore à emprunter sans apport, il y en a qui arrivent à avoir des taux très compétitifs et donc la réalité du marché est assez complexe comme toujours et en plus quand on parle d'immobilier, vous savez que c'est toujours une erreur parce qu'il n'y a pas un marché de l'immobilier mais il y a des marchés de l'immobilier. On peut par exemple distinguer le marché des grandes villes du marché de la campagne pour faire une distinction assez simpliste, mais ce sont des marchés qui sont totalement différents. Il existe aussi bien sûr des micro-marchés avec des zones qui ne sont pas urbaines mais qui sont réputées où par exemple là les prix ont tendance plutôt à augmenter, à continuer à augmenter. Donc il faut faire attention aux approches simplistes parce que la réalité est assez nuancée. Par exemple aussi on peut citer des effets qui sont souvent méconnus, en tout cas dont les analystes ne tiennent quasiment jamais compte, c'est le fait que par exemple la résidence principale en France est exonérée d'impôt sur la plus-value. Donc toutes les grosses augmentations de l'immobilier qui sont pour des résidences principales que les gens vont vendre un jour, eh bien ils vont se retrouver avec du cash dans leur poche qui sera totalement exonéré d'impôt. Donc ça leur donne un certain pouvoir d'achat pour acheter de l'immobilier dans les prix, comme je le disais, à des prix qui ont augmenté, voire même pour réinvestir dans l'immobilier. Donc tout ça sont des facteurs qui vont venir nuancer ce propos sur la difficulté à emprunter. Alors deuxième argument principal qui pourrait précipiter un krach, c'est la mise en place du DPE. Le DPE, c'est ce fameux diagnostic de performance énergétique qui en fait a révélé au grand jour que nous vivions tous dans des passoires énergétiques. Et évidemment, avec le petit contexte Russie, augmentation des prix de l'énergie, centrales nucléaires, on ne sait pas trop si elles marchent, ça ne marche pas, on va quand même les redémarrer et ce genre de choses, eh bien tout ça va faire que lorsque vous aurez votre petit pass énergétique, eh bien vous serez bien content d'avoir un appartement ou une maison qui a un joli DPE qui est plutôt dans le vert. Donc suite à tout cela, il y a pas mal de propriétaires qui ont mis leurs biens en vente et ça explique peut-être la relative stagnation des prix sur les 6 derniers mois.
De plus, on peut faire le lien avec l'augmentation du prix des matériaux, le fait que les artisans sont peut-être assez sollicités en ce moment pour ce genre de travaux, ce qui fait que ça renchérit le coût de l'amélioration énergétique. Alors évidemment, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les annonces en location sont très demandées puisqu'on reçoit à peu près 87 contacts pour une mise en location. Qu'est-ce qui se passe mécaniquement? Eh bien, il y a des gens qui ne mettent plus en location parce qu'ils vendent. Il y a des gens qui ont des biens qu'ils ne veulent plus louer pour pas être embêtés parce qu'ils savent pas s'ils peuvent louer ou pas louer, etc. Et donc, l'offre se raréfie. D'autant que dans l'immobilier et par rapport à cette question de DPE, les biens qui sont en copropriété ne peuvent pas facilement être améliorés. Il y a des décisions collectives à prendre. Il y a dans les copropriétés toute la beauté de la nature humaine qui s'exprime lors de chaque réunion d'assemblée générale, entre ceux qui ont des oursins dans les poches, ceux qui sont opposés par principe, ceux qui sont pas là, c'est-à-dire la majorité des copropriétaires, et la difficulté à obtenir des décisions et surtout à obtenir des décisions à prix raisonnable. Quand une entreprise intervient dans une copropriété, elle ne va pas chercher à optimiser ses prix même si elle est mise en concurrence. Il y a en plus des copropriétés où il y a on va dire des arrangements entre ceux qui gèrent la copropriété et les artisans. Et donc tout ça fait que c'est un environnement qui déjà a du mal à s'adapter, a du mal à prendre des décisions rapidement et où il est très difficile d'améliorer en réalité le DPE d'un bien qui est situé en copropriété. Alors selon les derniers chiffres de l'Observatoire national de la rénovation énergétique, il y a 5,2 millions de passoires thermiques en France, donc F et G. La FNAIM se situe plutôt vers 7 à 8 millions de biens. Donc clairement là-dessus, pour moi, je vois une opportunité énorme d'acheter des biens à prix réduit et de les améliorer. Je pense que je vous préparerai d'ailleurs une formation spécifique sur ce sujet parce qu'en fait, il y a vraiment des postes clés et des matériaux qui sont, on va dire, pas forcément très coûteux et qui permettent d'améliorer grandement la note. Et non, je ne vous parle pas de retirer le chauffage, comme j'ai pu le voir chez certaines personnes, pour avoir un meilleur DPE, parce qu'il n'y a pas de chauffage, donc on ne peut pas évaluer le DPE. Voilà, les bonnes techniques qui marchaient à l'époque, mais évidemment tout ça n'est plus raisonnable aujourd'hui. Alors je vais faire une petite pause ici avant de continuer et de vous donner d'autres arguments qui vont plutôt soutenir les prix de l'immobilier. C'est tout simplement qu'il ne faut jamais oublier la base de la base d'un marché. Un marché, c'est d'un côté une offre et de l'autre une demande. Tant que la demande est là, eh bien les prix seront soutenus, voire continueront à augmenter en dépit de tout ce que l'on peut lister, de tout ce qu'on peut imaginer. Et il y a un indicateur assez synthétique de cette offre et de cette demande, c'est le nombre de transactions. Alors la difficulté que l'on a quand on regarde le nombre de transactions, c'est que l'année dernière et puis il y a 2 ans sont des années assez particulières. Il y a déjà des transactions qui n'ont pas pu avoir lieu à cause de ce que vous connaissez. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont revu leur projet de vie. Il y a eu un mini exode rural qui a eu lieu vers la campagne. Et donc du coup, tout ça fait que les chiffres sont assez difficiles à interpréter, mais malgré tout, on va quand même les regarder avec les bémols que je viens d'exprimer. Donc l'exode rural, comme on le voit dans cet article, se porte principalement sur l'augmentation du prix des maisons qui ont pris 8% en 2021, 6% en 2020 et seulement 3% en 2019. Avec une augmentation assez marquée dans les villes moyennes de 8,4% et même dans les stations balnéaires de 12,2%. Et quand on regarde les transactions dans l'ancien, eh bien on voit que entre 2019, 2020, 2021 et 2022, on est quand même sur une augmentation du nombre de transactions par année. Et si on regarde avec l'historique depuis 2008-2007, alors 2008 était une année particulière, mais depuis 2009, on voit que finalement on est sur des niveaux qui sont encore très soutenus ces 4 dernières années par rapport à la période précédente. Et donc voilà, on constate très simplement ici, et je pourrais presque m'arrêter ici dans cette vidéo, que tant que la demande est là, tant qu'il y a des transactions, les prix ne peuvent pas réellement baisser fortement, voire s'écrouler. Autre indicateur de la demande des Français pour l'immobilier, ce sont les SCPI. Alors même si ce n'est pas de l'immobilier physique en direct, on peut dire juste un chiffre, c'est que la collecte sur 2022 à ce stade est déjà supérieure de 53% à la collecte de l'année dernière. Et ça va être le point suivant qui, je pense, va soutenir grandement les prix de l'immobilier. Et selon moi, l'argument principal qui va maintenir ou en tout cas limiter fortement la baisse des prix de l'immobilier, c'est l'épargne disponible des Français. Il y aurait en France environ 5 000 milliards d'actifs financiers détenus
par les gens, dont environ 3 000 milliards uniquement en liquidité, contrats divers disponibles et assurance vie. Donc vous prenez ces 3 000 milliards et vous comprenez tout de suite que un arbitrage va être fait par beaucoup de personnes qui ont des placements qui perdent de l'argent, des placements sur des livrets rémunérés à 2% quand l'inflation est à 6, 8 ou 9% et qui vont arbitrer cela en faveur de la valeur refuge principale, l'immobilier. Donc on le voit ici, le taux de rémunération du livret A n'est que de 2% depuis le 1er août. Donc le rendement réel de ce placement pour les Français est négatif et il rapporte donc moins 4%. Le livret de développement durable et solidaire a aussi une rémunération à 2%. Le livret d'épargne populaire est à 4,6% et donc lui aussi perd de l'argent. Et on a aussi Sébastien Canderley qui a émis cette notion de étalon pierre. Donc à la place de l'étalon or que nous connaissions tous, que certains d'entre vous ont peut-être même vécu avant 1971, eh bien lui il parle d'étalon pierre. Il dit ceci: les propriétaires immobiliers n'ont pas de raison de s'inquiéter, des États surendettés affaiblis par une mauvaise gestion de la crise de 2008, de la pandémie, 2 dernières années, n'ont pas de marge de manœuvre pour tacler l'inflation. Ce qu'il dit ici, c'est ce que je vous dis aussi, c'est que les taux ne peuvent pas beaucoup augmenter. Les taux ne pourront jamais passer à 3 ou 4 ou 5% parce que ça voudrait dire que la plupart des États européens seraient en cessation de paiement. Ils ne pourraient pas faire face à l'augmentation de leur dette et du remboursement de la dette, du service de la dette. Et donc c'est mécaniquement impossible pour la Banque centrale de monter les taux aussi élevés. Donc ils vont les remonter d'un demi-point là probablement en septembre, mais ils ne pourront guère aller au-delà. Ensuite, il dit: les marchés ne s'y trompent pas. De mars 2020 au printemps de cette année, les prix de l'immobilier ont progressé de 40% aux États-Unis, de 20% au Royaume-Uni. Le marché français a aussi connu une forte hausse du prix des maisons. Par contraste, le prix de l'or a subi une forte volatilité depuis 2 ans, mais fait du surplace. Le niveau d'endettement sans précédent de tous les acteurs économiques des pays développés garantit que les taux d'intérêt demeureront très largement inférieurs à l'inflation. N'en déplaise aux cassantes qui prédisent une chute prochaine des prix, l'immobilier devrait préserver sa fonction d'arbitrage. Des taux d'intérêt réels négatifs en font le nouvel actif de référence. L'or est mort, vive la pierre. Donc à quoi je m'attends? Je m'attends à avoir un influx continu d'argent, d'épargne des Français qui va aller vers l'immobilier. Alors si on met de côté l'investissement locatif et les SCPI qui représentent à peu près 84 milliards, il y a aussi un nouvel acteur qui s'investit de plus en plus dans le résidentiel, ce sont les fonds d'investissement. Donc ils avaient déjà mis un pied dans le résidentiel au travers notamment du co-living. Par exemple, il y a des bâtiments entiers qui sont basculés en co-living, donc on va considérer que c'est une alternative à l'hôtellerie avec des appartements meublés, une sorte de colocation mais avec des services supplémentaires et tout ça géré de manière professionnelle. Mais là on a vu maintenant des acteurs arriver dans le résidentiel classique avec par exemple l'annonce d'un rachat d'un bloc d'immeubles à Clichy. Et si vous voulez, ce qui est nouveau, c'est que ces acteurs-là étaient précédemment dans le résidentiel et avaient fui le résidentiel. Dans les années 80, les investisseurs institutionnels détenaient 18% du parc locatif privé, notamment évidemment essentiellement dans les grandes villes. Et il était passé à 13% 10 ans plus tard. Les années 2000 ont un peu sonné le glas de cet intérêt des acteurs pour cette classe d'actifs, puisque du coup, ils reviennent maintenant. En 2020, ils avaient déjà acquis pour 6,7 milliards d'immobilier résidentiel, donc 70% de plus qu'en 2019. Et en 2021, l'enveloppe augmente à 8 milliards. Donc les fonds d'investissement ne s'y trompent pas, ils se tournent à nouveau vers le résidentiel, probablement pour la grande stabilité de cette classe d'actifs, comparativement au commercial ou au bureau qui sont déjà fort développés. Alors ils peuvent bien essayer de juguler l'inflation comme ils veulent, mais ils ne pourront pas augmenter beaucoup les taux. Les prix vont eux peut-être stagner, voire baisser de 1 ou 2% par an. C'est un scénario qui est probable, mais ça serait une moyenne nationale. Il y aura des biens qui vont fortement baisser. Le petit appartement en copro avec un sale DPE, il lui va être massacré. A contrario, la petite maison avec un DPE raisonnable va probablement prendre encore de la valeur. Donc il y a encore une fois des disparités assez fortes dans les marchés qu'il ne faut pas ignorer. L'immobilier est avant tout
un marché local que vous devez connaître. C'est vraiment votre petit coin à champignons que vous devez apprendre et connaître. C'est important de ne pas rester sur des statistiques nationales qui vont mélanger plein de choses qui sont très différentes. Alors cette vidéo va peut-être décevoir ceux qui attendaient une baisse de l'immobilier pour y rentrer ou pour même s'acheter leur résidence principale. Moi, je ne fais que vous rapporter les faits. C'est pas moi qui fais les prix. Et en tout cas, je pense que si vous avez une envie de développer du patrimoine ou des revenus avec l'immobilier, à mon avis, il ne faut pas attendre. Il faut trouver un bon projet à un bon prix, faire les choses correctement bien entendu, mais ça ne sert à rien d'attendre 6 mois, 1 an que les choses évoluent puisqu'il n'y aura pas de cataclysmes majeurs qui vont faire baisser les prix de l'immobilier de 10 ou 15% en une année. Et ça, en réalité, c'est un argument que je vous dis depuis très longtemps pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est qu'il vaut mieux acheter aujourd'hui, au moment où vous me regardez, acheter quelque chose qui vous rapporte un peu d'argent, qui va peut-être prendre un peu de valeur, qui va en tout cas vous servir à capitaliser, c'est-à-dire progressivement à rembourser le capital que vous avez emprunté à la banque, et que emprunter ce capital sur la durée la plus longue possible, c'est-à-dire aujourd'hui 25 ans, et à avoir un écart entre votre mensualité et les loyers que vous encaissez pour pouvoir tout simplement commencer votre parcours dans l'immobilier. Donc au final, évidemment, selon moi, l'un des plus gros facteurs qui pourrait attaquer le prix de l'immobilier, c'est finalement la situation macroéconomique avec des prix de l'énergie qui peuvent fortement augmenter si l'État arrête d'intervenir et qui pourraient mettre à mal la capacité de plein de gens à payer leur loyer. Ça pourrait être une problématique, mais ça serait probablement une problématique dite de court terme. C'est quelque chose qui va probablement durer 6 mois, 1 an et qui devrait se résoudre, se stabiliser ou en tout cas se normaliser d'une manière ou d'une autre. Et puis lié à ça, on peut citer évidemment l'emploi en France de manière générale. Si par exemple il y avait une crise économique qui s'installait, que beaucoup de gens perdraient l'emploi, ça pourrait mettre à mal les personnes qui ont un loyer à payer. En réalité, tout ça sont des arguments qui existent et qui sont une réalité malheureusement pour pas mal de gens en France, mais c'est très très loin de représenter la majorité des locataires en France et la majorité des marchés en France. Encore une fois, il ne faut pas prendre ces quelques exemples ou ces situations qui ne sont pas anodines, qui ne sont pas légères et qui ne sont pas du tout agréables et ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui soient dans cette situation-là en France, mais ces gens-là ne représentent pas du tout la majorité des locataires, en tout cas des locataires que vous devez viser. Et donc partant de là, oui, c'est des éléments qui peuvent aller contre le marché de l'immobilier, mais non, ces éléments-là, je pense, n'auront pas un effet majeur sur les prix de l'immobilier, n'en déplaise encore une fois aux Cassandres.